Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer les sports mécaniques, on va débriefer la F2 avec beaucoup de retard et je m'en excuse. Je débriefe que maintenant la course de Misano, pas de Misano, du Mugello. Je confonds en plus les disciplines, mais des sports mécaniques, ça va pas le faire. Avec une grosse semaine de retard, mais il y a eu le Tour de France, il y a eu également la F3 que j'ai débriefé, la F1. La moto aussi, j'ai pas encore j'ai même pas encore vu le Grand Prix Moto 2, le premier Grand Prix Moto 2 et Moto 3 de Misano. Donc c'est pour vous dire le retard que j'ai pour le moment. Ce Grand Prix F2, les courses ont été animées, alors beaucoup moins que le Grand Prix de Formule 1 quand même, mais la course 1 a été pas mal animée, course 2 un petit peu plus classique, on va dire. La course 1, fallait bien savoir à quel moment s'arrêter, la gestion des pneus n'était pas évidente. Certains pilotes se sont bien plantés en course 1, mais ont aussi à bien relever la tête en course 2. Je commence tout de suite du côté de la F2 par le bleu. C'est Giuliano Alesi. Alors, il n'y aura encore pas d'habillage, je m'en excuse là aussi. On est en période post-Tour de France, mais il y a l'affaire Quintana qui vient de sortir. Donc voilà, pour éviter que ça mette trop de temps à encoder, voilà, ça me rajoute des vidéos. Donc j'évite de mettre de l'habillage pour le moment. Ça reviendra, j'espère, plus tard dans la saison. Mais en ce moment, c'est un peu short en termes de planning. Donc je commence avec Giuliano Alesi. Giuliano Alesi, les week-ends se ressemblent. Que dire? Pas grand-chose. À part que, en plus, maintenant, il est devancé par Markelov. Non, ça a été un week-end extrêmement difficile pour Giuliano Alesi, qui n'a pas réussi à relever la tête, qui en plus a abandonné en course 1, mais de toute manière, vu où il était classé, Alesi, il ne pouvait pas être hyper rapide. Je pense que chez HWA, il y a des soucis. Parce que Markelov en course 2, il part devant et pourtant il finit très très loin aussi en course 2, Markelov, que je retrouve... il finit en dehors du top 10, oui, il finit 20e en étant obligé de faire un deuxième arrêt. Il y a un problème de gestion des pneus et qu'ils n'ont toujours pas compris comment il marchait. Oui, il abandonne même en course 2, j'avais complètement oublié qu'il abandonnait en course 2. Il abandonne en course 1, en course 2, il se qualifie derrière son équipier marque en plus des points en course 1. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est encore un week-end à oublier. Ah si, j'ai encore quelque chose à dire du côté de Giuliano Alesi, c'est qui change d'équipe à partir de Sochi. Donc dès le week-end prochain, on le retrouvera chez MP Motorsport parce que notre ami Matsushita a décidé de quitter la F2. Alors peut-être qu'il reviendra plus tard, mais elle a décidé de se lancer de nouveaux défis. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Peut-être que l'endurance l'a appelé, le tourisme, le GT. Mais Matsushita, ou le Super GT au Japon, mais Matsushita arrête en F2, donc allez-y, le remplace chez MP Motorsport. Ça pourra pas être pire de toute manière que chez HWA. Drugovic a quand même réussi à faire des pole positions avec cette voiture dans cette équipe. Il a réussi également à gagner une course. Même si ses résultats sont en dents de scie, il a réussi à se mettre devant. Donc peut-être que Alesi réussira à faire la même chose. De toute façon, ça devient crucial maintenant pour Giuliano Alesi de montrer qu'il a un talent et qu'il a du talent. Parce que sinon, l'année prochaine, c'est fini la monoplace. Et pour le remplacer chez HWA, on a fait appel à Jack Hughes, pilote émérite de la F3, qui était le plus vieux pilote de F3 à 26 ans, qui a fait énormément de saisons, qui a très bien fini sa saison de F3. Et donc on a décidé de mettre en F2 à la place de Giuliano Alesi. C'est le jeu des chaises musicales. C'est souvent que ça se produit dans les discipline intermédiaire. On passe tout de suite au pilote au top, parce que je ne vais pas rajouter non plus 150 minutes sur Alesi. Je commence avec le leader du championnat, le nouveau leader du championnat, c'est Mick Schumacher. Week-end pas forcément incroyable. Il était quand même mieux que du côté de Monza, où à Monza, en fait... Enfin non, le week-end était plutôt bon à Monza, mais... comment dire, je cherche mes mots un petit peu. À Monza, il s'était quand même planté en qualif. Là, c'était pas le cas. En qualif, il était plutôt pas trop mal.
Par contre, en course, un peu plus de problèmes sur la gestion des pneus. Il s'en sort bien en course 1 parce qu'il y a des errances chez certains pilotes au niveau de la stratégie. Mais il limite la casse en course 2 aussi. Il a l'avantage que ses adversaires, que ce soit Elliott et Schwartzman, ne fassent pas un bon week-end. Donc c'est vrai que lui, comme il fait un week-end moyen, il s'en sort bien. Malgré tout, il faudra qu'il accélère à Sochi. Il ne pourra pas se contenter de ces résultats-là. Il reste 3 meetings, de ce que j'ai compris. Donc Sochi et les 2 courses à Bahreïn. Ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de points à attribuer dans ce championnat qui est d'un très bon niveau. Et voilà, il va falloir se bagarrer encore longtemps avant de savoir qui va avoir le titre. Mais Schumacher est déjà revenu parce qu'à un moment il avait une quinzaine de points de retard sur Elliott et Schwartzman. Il est encore revenu. À lui maintenant de continuer à rouler sur un très bon rythme et ne pas faire d'erreur. Je pense que Mick Schumacher est totalement en capacité de le faire. C'est un pilote d'un très très bon niveau, Mick Schumacher. Donc voilà, je suis pas trop inquiet là dans les semaines à venir, mais il faudra pas qu'il grille de nouveaux jokers, parce que là je regarde, il a déjà 3 abandons au championnat. Après, en termes de rythme pur sur ce week-end, c'était pas incroyable, mais j'ai trouvé qu'il avait été plutôt très prudent, surtout en course 2, sur la phase de départ. Vous regarderez, mais il prend vraiment aucun risque dans le premier tour. Mugello, c'est ce qu'il fallait faire, mais ça lui a peut-être coûté quelques secondes qui ne lui ont pas permis de revenir sur Juri Vips, qui pourtant avait des petits soucis de gestion de pneus. Mais Mick Schumacher a fait vraiment plutôt quelque chose d'intéressant. Je continue avec les pilotes étapes et on continue avec le pilote qui a réalisé le meilleur week-end pour moi. C'est Louis Delétra qui a été le plus régulier, 2 fois sur le podium. Louis, du côté de chez Charouz, Louis Delétra. Alors il faut savoir que Louis Delétra, pilote qui l'année dernière était chez Carlin, cette année chez Charouz, il était déjà allé chez Charouz. C'est un pilote d'expérience dans cette catégorie parce que ça doit être au moins sa 4e saison. 4e, je crois, ouais, ça doit être la 4e saison de Louis Delétra. Je vais vérifier, mais je crois que c'est 4e saison pour Louis Delétra. Malgré tout, ça m'attriste de voir qu'il est capable d'être aussi performant sur certains week-ends, parce que là, donc, je vous dis 2e en course 2, hop là, 3e en course 1, et en faisant une belle remontée parce que la qualification n'avait pas été exceptionnelle, il partait 12e, mais il avait un très très gros rythme de course. Il a souvent un rythme pas mauvais en course, mais c'est vrai que Louis Delétra, c'est fou parce qu'il est capable de coups d'éclat comme ça, que ce soit par exemple aux 24 heures du Mans virtuel où il avait fait des très très bons relais, même l'année dernière il y a des fois où il était capable de faire des très très bonnes courses, et puis il n'arrive pas à faire ça sur toute la saison. C'est l'un des pilotes les plus inconstants de F2. Là depuis le début de saison on ne l'avait pas vu. Louis Delétra, il est très très loin au championnat, et puis là ça fait depuis Monza déjà, c'était pas mal. Même la Belgique c'était pas mal aussi, alors que le début de saison n'avait pas été incroyable pour Louis, mais il a pris trop de points de retard actuellement pour le titre, il a 40 points de retard, ça semble difficile. Et puis je pense qu'il aurait encore une touche chez Haas, parce qu'il est pilote réserviste chez Haas et on sait que Haas cherche des pilotes, qu'il a des moyens parce que son père avait déjà de l'argent. Le père de Louis Delétra est un ancien pilote de F1. Pour ceux qui ne sauraient pas, il a roulé chez Larousse quand Larousse était en grande difficulté financière fin 94. Bon, il avait pas. Est-ce qu'il s'était, je crois, qualifié au Japon, mais parce qu'il y avait quasiment plus de voitures sur la grille. Mais ça avait été un Grand Prix pour extraordinaire du père de Louis Delétra, mais qui a aussi piloté en tourisme et en grand tourisme, le père de Louis Delétra. Mais du côté de Louis Delétra, c'est un pilote qui est incroyable. Là, aux 24 heures du Mans, il a fait encore une très bonne course aussi. Le problème, c'est qu'il est vraiment trop inconstant. Alors, on voit qu'en endurance, il s'en sort pas mal. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie de ce côté-là ? Je pense c'est un peu comme Nick De Vries. C'est-à-dire, c'est 2 pilotes qui sont très suivis en endurance. Pour la F1, ça me semble quand même compliqué, même s'il est capable, encore une fois, d'être excellent sur certaines courses.
Je termine avec les pilotes au top avec Christian Lundgaard, le protégé de chez Renault qui est chez ART. Christian Lundgaard qui a fait un très gros week-end. Alors autant le week-end en Belgique, le week-end en Espagne, Silverstone, c'est difficile depuis le deuxième Grand Prix de Silverstone parce qu'il a fait sinon jusque maintenant un très grand début de saison. Il était un petit peu en difficulté et là c'est vrai qu'à Monza il nous avait déjà fait un week-end 2 fois sur le podium. Là il refait un week-end intéressant parce que même en ratant sa stratégie en course 1 parce qu'il partait de la pole mais il prend pas un très bon départ, puis ensuite il rate sa stratégie, il s'en sort quand même pas trop mal et en course 2 il a collé une sacrée branlée à tout le monde, où il a été extrêmement fort en course 2. Moi j'ai été surpris de voir vraiment l'écart qu'il avait mis au pilote à Louis Delettra. Il lui colle quand même 14 secondes. Donc il avait vraiment un très très bon rythme. Il sera même frustré par rapport à sa première course. Mais c'est l'un des pilotes qui a réussi le meilleur week-end. Christian Lundgaard en prenant en plus le meilleur tour en course. Ça c'est encore plus formidable. Sur une course également où sur la course 2, il s'est vraiment pas passé grand chose, il faut le dire, c'était pas la course la plus passionnante de l'année. Mais il a été fort pendant tout le week-end et il faut le saluer, saluer Christian Lundgaard d'avoir réussi à cette performance-là. Je passe au pilote flop assez rapidement. Déjà, je commence avec Tsunoda. C'est la première fois de l'année, je crois qu'il est en flop Tsunoda. J'aurais pu le mettre en Autriche, mais je crois que j'avais mis d'autres pilotes. Comment dire pour Tsunoda? Week-end 100 points. Alors pas 100 points, avec 0 points. Ce qui ne lui était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Yuki Tsunoda. Et c'est vrai que depuis le deuxième week-end en Italie, où déjà il n'avait pas marqué de points, ça fait quelques résultats blancs pour Yuki Tsunoda qui s'accumulent. Et il se retrouve maintenant loin, quasiment 40 points de Mick Schumacher. Pour le titre, ça va être compliqué, mais il faut surtout qu'il soit dans le top 5, Tsunoda, parce qu'il n'a pas énormément de points de super licence, le pilote japonais. Donc il va falloir vraiment qu'il remonte dans le classement, parce que AlphaTauri mise énormément sur lui, on va pas se mentir, mais ils aimeraient bien le mettre l'année prochaine en F1, sauf que pour le mettre l'année prochaine en F1, il faut qu'il soit avec un minimum de points en termes de super licence qu'il ne possède pas pour le moment. Et donc oui, ça pourrait être difficile pour le pilote japonais, parce que là il se retrouve 6ème. Je pense qu'il doit falloir qu'il soit 4ème pour avoir assez de points super licence, voire 3ème. Donc il va falloir un petit peu qu'il cravache pour remonter au classement, parce que Schwartzman est 17 points devant. Donc certes il reste encore 6 courses, mais 17 points ça va pas se rattraper comme ça, donc c'est vrai que c'est dommageable. Ça fait 2 meetings pas top pour Tsunoda. Il va falloir qu'il remette l'église au centre du village. Et puis je termine avec Schwartzman. Là encore mauvais week-end, mais bon, depuis il a une deuxième partie de saison très difficile, Schwartzman. Autant il maîtrisait très très bien la voiture sur la première partie de saison, autant là il accumule les résultats blancs. Je regarde, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que là c'était un week-end totalement blanc, et puis surtout en termes de rythme, il est parti à chaque fois de très très loin. Sur la grille, course 1, il était simplement 9ème, mais sans avoir un rythme incroyable. Course 1, il abandonne. Course 2, il a pas un rythme incroyable en course 2, parce qu'il finit la 9ème à plus mauvaise position, mais quand même à 5 secondes de Marino Sato, 8ème, et de Daruvala, qui nous ont pas montré énormément de choses incroyables depuis le début de saison. Donc Schwartzman, il va falloir vraiment lui aussi qu'il se remette dedans, un peu comme Tsunoda, parce qu'il enchaîne là en ce moment les mauvais résultats. Et bon, faudrait pas que les places chez Sauber lui passent devant, ou une place chez Haas, parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup de pilotes qui montent l'année prochaine de F2 en F1, entre Raikkonen, Giovinazzi, c'est pas sûr qu'il reste en F2, et puis n'oublions pas qui reste en F2, qui est chez Sauber, pardon, et n'oublions pas également que chez Haas on cherche des jeunes pilotes et qu'il y a un moteur Ferrari dans la Haas, donc ça pourrait donner des idées.
Donc ça serait bien que Schwartzman se remette devant. Et puis Callum Elliott, encore une erreur au départ. Callum Elliott qui accumule les erreurs au fur et à mesure. Il a encore perdu une grande partie de son avance au championnat. Et puis voilà, plein de petites erreurs, mais des erreurs de type qui montrent qu'il n'est pas forcément le pilote le plus fiable aujourd'hui, qui mentalement montre qu'il est un petit peu friable, le pilote britannique. Et c'est vrai que je pense que ça doit faire réfléchir Ferrari, ça devra faire réfléchir Ferrari, même s'il remporte le titre F2. Est-ce que c'est le pilote le plus intéressant à faire monter en F1 ? Pas sûr. Parce que c'est vrai qu'il a commis quelques erreurs depuis le début de saison, mais qui commencent à être coûteuses en termes de points. Donc il faudra réfléchir à ça du côté de chez Ferrari et de chez Alfa Romeo. On passe au classement pilote. Donc pour vous dire que Mick Schumacher est en tête avec 161 points, devant Callum Elliott 153 points. On retrouve ensuite Christian Lundgaard qui est revenu à 16 points de Schumacher, puis Robert Schwartzman à 21 points. Ensuite, on retrouve un peu plus loin un deuxième peloton avec Mazepin, Tsunoda, Deletra, puis Zhou, assez décevant depuis le début de saison, Gumanzhou, Giotto, Drugovic, irrégulier. Et puis au fond du classement, on retrouve Giuliano Alesi 17ème, juste devant Markelov. Et nous n'avons plus qu'un seul pilote qui n'a pas marqué de points, c'est Guilherme Samaya, vu que Marino Sato a marqué son premier point lors de la course 2. C'était du côté de Mugello. Du côté du classement par équipe, là aussi on va aller assez vite. Prema en tête avec 301 points, 40 points d'avance sur Univer Tozzi. On retrouve ensuite Hightech Grand Prix qui devance désormais RT Grand Prix, puis Carlin, Charouz, MP Motorsport, Dams. Saison très moyenne du côté de l'équipe française, mais qui a marqué des points grâce à Jori Vips. Jori Vips qui pourrait, pourquoi pas, aller chez Dams l'année prochaine ou monter en F2, parce qu'il n'a pas pu rouler en Super Formula. Lui, il n'a pas eu de chance. Il est pilote Red Bull, jeune Red Bull, il n'a pas eu de chance, véritablement. Et puis on retrouve ensuite Campos, HWA et Trident, parce que je rappelle que Vips devait faire la Super Formula, comme Gasly, comme Stoffel Van Dorn, et le problème c'est que les restrictions au Japon sont très importantes, donc il faut quasiment vivre au Japon, sauf que lui il voulait faire les allers-retours parce que Red Bull lui demande également de faire du simulateur, ce qui n'est pas possible actuellement avec la Covid-19, donc il s'est retrouvé sans volant. Là il a eu une opportunité grâce au problème à l'abandon du pilote de Sean Gelael, et il a montré quand même qu'il était intéressant comme pilote, donc pourquoi pas l'année prochaine dans une équipe de F2, même si il va avoir aussi un problème de points au niveau de sa super licence, même si on a prolongé les droits, on va dire, de super licence, un peu comme les droits des chômeurs, ça reste quand même pas exceptionnel pour lui. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et puis surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao ciao.